Salut Cyril, Salut Gaël. bienvenue sur Aventure Humaine. Je suis ravi aujourd'hui de t'accueillir. Euh, on va encore une fois voyager. C'est souvent qu'on voyage sur Aventure Humaine. On va voyager, on va creuser peut-être l'art de se poser, de poser les bonnes questions. On va voir aussi comment un projet, une aventure un petit peu plus culturelle, artistique, peut devenir une entreprise, peut devenir un projet qui recrute, qui prend de l'ampleur et qui diffuse beaucoup de valeurs positives. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, merci de m'inviter déjà. Et je suis d'autant plus content d'être là que notre tagline, entre guillemets, en dessous de 20 Questions to the World, souvent c'est une aventure humaine. Donc c'est quand même assez pertinent. Je me présente, donc j'ai 34 ans. J'ai lancé donc 20 Questions to the World dont on va parler il y a 6 ans. Avant ça, moi j'ai un profil école de commerce, donc assez différent de ce que je fais aujourd'hui. J'avais monté une première entreprise en sortant de l'école qui s'appelait Robin Food, qui était une entreprise qui luttait contre le gaspillage alimentaire. J'ai fait ça pendant 1 an, puis j'ai quelques mésententes avec mes associés, donc je suis parti. J'ai fait 2 ans de conseil en stratégie ensuite, voie un peu plus classique de la formation que j'avais suivie. Puis j'ai été travailler dans l'industrie musicale par passion. J'avais toujours voulu découvrir ce milieu. J'y ai fait 1 an et demi, mais ça a été une désillusion assez rapide. Et donc c'est à ce moment-là, en 2016, où je me suis dit, fort de mes expériences passées, là où je m'éclatais le plus, c'est quand j'avais monté ma boîte. Ouais. Donc je vais relancer un projet entrepreneurial. Et je suis vraiment parti d'une page blanche, quoi. En tout cas, il y avait cette volonté d'un projet qui me corresponde, avec une vision à long terme et une volonté de m'investir pleinement dedans, quoi. Alors on va y revenir, mais du coup comment tu arrives, d'où viens-tu pour arriver sur un parcours école de commerce, alors que j'ai l'impression qu'il y avait des valeurs et déjà un besoin d'impact, un besoin de sens, un besoin de positif. Le besoin de sens, je l'ai toujours eu, ça c'est sûr. D'où je viens, je suis originaire du nord de la France. J'ai grandi... toute ma famille est de Lille, moi j'ai grandi à Chantilly, puis après dans le nord, à côté du Touquet. Ok. Ville maintenant connue grâce à notre président qui a une résidence secondaire. Mais ouais, j'ai grandi là-bas. Je ne suis pas sûr que la volonté de sens et d'impact vienne d'une zone géographique en particulier. En tout cas, moi, Non, mais dans ton éducation, ouais, l'éducation, pas forcément, parce que j'ai une famille avec un environnement plutôt commercial. Mon père a été directeur commercial dans l'industrie agroalimentaire. Mon grand frère, qui a 13 ans de plus que moi, qui a été un peu mon deuxième père en termes d'éducation, travaille dans la finance. Et donc j'ai plutôt été poussé à suivre cette voie-là, Ok. à suivre la voie royale justement des grandes écoles de commerce, pour faire des métiers classiques de ces trucs-là. Et en fait, j'ai tout de suite je suis rentré à l'ESCP en disant je veux aller porter des sacs de riz en Afrique. Oui. Donc tout de suite j'étais un peu différent, en tout cas dans ma volonté d'avoir de l'impact. Mais ouais, je pense que c'est intrinsèque à moi aussi, quoi, en tant que personne. Il y a une volonté d'avoir de l'impact et puis il y a aussi une appétence très particulière pour les gens, pour la volonté d'avoir des relations sociales nombreuses, de découvrir, une curiosité pour le monde, pour l'autre, qui ont mené petit à petit, parce qu'il faut se trouver soi-même avant de lancer des projets comme ça. Petit à petit, m'ont mené à 20 Questions to the World. Ouais. Et comment donc tu nous dis que tu voulais relancer une aventure entrepreneuriale. Comment tu lances ce projet avec cette idée d'entreprise, de business, alors que c'est au début, du coup, tu pars en voyage? Ouais. Mais au début, alors c'est sûr que c'est un projet très exploratoire. C'est-à-dire que moi-même, je ne savais pas du tout où ça allait mener. J'ai évidemment testé avant de me lancer corps et âme dedans. C'est-à-dire que pendant que j'étais encore en poste dans la musique, comme je disais tout à l'heure, je suis parti d'une feuille blanche sur le projet entrepreneurial que je voulais monter. Il y avait dans les ingrédients avoir beaucoup d'interactions sociales. Et ça, j'aurais pu ouvrir un bar, tu vois. Oui.
Mais en tout cas, ça faisait partie des ingrédients. Il y avait surtout mieux comprendre le monde. J'étais pas mal préoccupé par, non pas par l'état du monde, enfin si par l'état du monde, mais surtout par la vision qui m'en était offerte, par les médias, par mes lectures. J'avais l'impression que tout était biaisé, perdu dans le chaos, dans l'océan d'informations, d'avis contradictoires. J'arrivais plus trop à distinguer le vrai du faux, et donc j'avais cette volonté d'aller chercher du vrai auprès des gens. Et puis il y avait l'envie de voyager un peu. Donc en fait, en mixant l'ensemble, ça a donné Un 20 voyage. Questions to the World, un voyage exactement. Et ta question, c'était comment j'ai structuré la chose, c'est ça, comment je me suis lancé? Oui, est-ce que dès le début, avec cette idée d'entreprise et en même temps ce voyage, tu as découpé, tu as fait des phases? Ouais, tout à fait. Ce que je te disais, c'est que j'ai du coup très vite fait des interviews auprès de mes proches, ma famille, mes amis, voir ce qui en ressortait une fois que j'avais élaboré ce questionnaire. Très vite, j'ai senti que il se passait des choses déjà pendant l'interview, que les gens se livraient, que j'avais des belles réponses, qu'il y avait un jeu à faire avec la somme des réponses des gens différents, tu vois. Tu veux te dire, dis donc, ces gens-là qui ont des profils hyper différents, en fait, ils disent la même chose sur certaines choses. Il y a des tendances qui ressortent. On peut s'amuser à mixer les réponses et en faire des contenus ou des choses. Donc, en fait, j'ai senti qu'il y avait des choses qui se dessinaient. J'ai commencé à en parler à des gens autour de moi qui m'ont dit, attends, ça pour une boîte que je connais, je suis sûr que c'est un truc qui les intéresserait en termes de contenu. Et donc, je me suis dit, ok, il y a du potentiel. Il faut que je m'y mette à un peu plus, à temps plein, plus d'énergie à temps plein. Donc j'ai fait comme beaucoup, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Ça c'était mi-2016. Et je me suis dit, ça me laisse 6 mois pour structurer le projet, trouver des financements, l'approfondir, avec pour but ensuite de partir voyager pendant 1 an autour du monde pour faire ce voyage initiatique un petit peu avec des centaines d'interviews. Donc j'ai pris ces 6 mois pour structurer le projet. Où le chômage m'a aidé à pouvoir vivre, à trouver des fonds. Et ensuite, j'ai arrêté le chômage quand je suis parti voyager parce que j'avais levé tout ce qu'il fallait pour ce voyage. Mais ce qui m'a permis d'avoir par contre du chômage en rentrant pour continuer à pérenniser le projet. Mais ce qui m'a même pas forcément servi parce que le projet c'était lancé. C'était lancé, exactement. Et donc, tu me posais la question justement de comment j'ai réussi un petit peu à financer, en tout cas à en faire une structure fiable économiquement. Mais en fait, moi j'avais mon projet avec ces 20 questions qui me tenaient à cœur. Je pense qu'on reviendra après sur les questions en elles-mêmes, sur comment a été construit le questionnaire et tout. Mais j'avais cette exploration personnelle, cette quête intellectuelle que je voulais mener. Et j'ai été voir des entreprises. Je leur ai dit, moi je pars pendant 1 an avec des questions assez généralistes. Si vous voulez, vous pouvez ajouter des questions à mon questionnaire sur vos thèmes de prédilection. Et moi, je vous ferai des contenus vidéo dédiés avec les réponses à vos questions. J'avais déjà quelques vidéos à montrer avec les interviews que j'avais faites avec mes questions. Donc en fait, les gens tout était filmé depuis le début. Ouais, tout a toujours été filmé. J'avais déjà des petits contenus vidéo à leur montrer avec les interviews que j'avais faites. Donc ils voyaient la tonalité, ils voyaient la qualité, ils se disaient ok, c'est chouette comme contenu, donc ça leur donnait confiance. Et en fait, preuve aussi que j'étais sur le bon chemin et que j'étais là où je devais être, c'est que je pense qu'en 5 rendez-vous commerciaux, j'ai décroché 4 partenaires. Alors qu'avant, quand je bossais dans la musique, je faisais du développement commercial, j'ai dû faire 200 rendez-vous commerciaux pour avoir 2 clients, quoi. Donc le ratio a légèrement changé et je pense que c'est parce qu'il y avait une envie, motivation, une sincérité, du vrai aussi dans ce projet qui était sincère et ça se ressent, quoi. Et actuel. Ouais, exactement. C'était réellement, et ça l'est, je pense encore plus, de plus en plus, ce besoin de vrai et de réponses pas biaisées, quoi. Tout à fait. Un de mes premiers clients, une très grosse entreprise agroalimentaire, m'a dit tout de suite on paye 500 000 euros nos boîtes de pub pour faire des contenus de 3 minutes où on y croit moyen. On peut bien te filer 10% de mais ce ouais, et même pas, c'était moins de 10% de 500 000 euros. Mais il me dit, toi, tu vas aller poser des questions aux gens, à des vrais gens, tu vas nous faire des contenus hyper authentiques, c'est beaucoup plus valorisable pour nous, quoi. Donc en effet, ça répondait à un vrai besoin, quoi. Donc tu es parti avec une enveloppe de combien ?
J'avais levé en tout, en incluant la campagne de crowdfunding, plus 4 partenaires, 35 000 euros. Donc ça finançait un an. Même Ouais, moins. enfin, En fait, même j'ai un peu dépensé plus. 25 000 euros, je crois, sur l'année. Donc je suis rentré, j'avais encore un peu d'argent. Et surtout, les partenariats, notamment avec cette entreprise agroalimentaire, ont continué. Ouais. Je peux le dire, hein, c'est Nestlé Waters. Ok. J'ai aucun problème à dire avec qui je travaille. Hein. Si on me demande de m'en justifier, je m'en justifierai, mais je m'en justifierai pas sans qu'on me le demande. Mais en tout cas, les partenariats ont continué avec eux. Ok. On a créé un média sur l'eau et le plastique, avec toutes les interviews que j'avais fait dans le monde sur ce sujet-là. Et donc ça a duré sur 2 ans. Moi, ça m'a permis d'avoir des revenus réguliers, de structurer le reste. En tout cas, ce qui est chouette, ce qui a été le cas dès le début et ce qui est encore le cas aujourd'hui dans notre structuration, c'est qu'il y a un projet de base, de cœur, qui est 20 Questions to the World, où on a nos 20 questions. Personne n'a jamais eu le droit de regard sur ces 20 questions. C'est mon projet, qui est totalement indépendant. Et au début, du coup, il y avait des side projects autour, qui étaient ces questions pour des partenaires, mais qui n'avaient encore une fois aucune influence sur ma partie. Et aujourd'hui, c'est pareil, on a une agence de production audiovisuelle / création artistique, via laquelle on travaille avec des marques, qui est une SAS, qui est une partie lucrative. Et on a une asso à côté, qui est l'origine de 20 Questions to the World, qui est là où on met tous nos idéaux, mais qui est financée par l'argent qu'on gagne sur l'agence. Et donc qui est totalement indépendante, c'est nous qui faisons ce qu'on veut. C'est très vertueux et encore une fois, avec ces mêmes valeurs. Ouais. Tu as créé l'écosystème idéal pour porter ces projets, pour les diffuser et pour les laisser vivre. Tout à fait. Et comme il y a l'association avant, comme c'est d'abord un projet associatif qui porte des valeurs, on vient nous chercher pour ça. Et du coup, même sur nos projets d'agence, c'est en plus vertueux sur l'agence. Exactement. On va détailler tout ça. Le voyage, donc, avant le voyage, tu construis ces 20 questions. Comment tu construis un questionnaire cadré, qui sera universel, qui va nourrir toutes ces réponses, qui va te les amener, Comment tu le construis? Est-ce que tu deviens un expert de la questiologie? J'ai appris qu'il y avait une science de la question, en effet, qui s'appelait la questiologie. Mais ça a été assez spontané, disons. En fait, on est très spontané. Moi, il y a un nombre de thèmes que je voulais aborder. Je me suis dit, si j'essaie d'avoir cette démarche universelle et généraliste, il faut que je parle d'éducation, il faut que je parle de religion, il faut que je parle de culture, il faut que je parle du futur, il faut que je parle des peurs, des rêves, des besoins. S'il faut distinguer 2 types de questions, il y a les questions un peu d'opinion, donc sur des sujets, sur l'éducation, sur la religion, il n'y a pas de vérité sur ces sujets-là, on demande aux gens de réfléchir au sujet de l'éducation. Je dirais quelques questions après. Et puis il y a les questions très personnelles, sur les peurs, les rêves, les besoins de chacun, où là c'est du sentiment, enfin c'est presque de l'émotionnel, quoi. Et donc oui, il y avait une liste de thèmes. Je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de tous ces thèmes-là. Donc j'ai d'abord listé des thèmes, puis j'ai essayé de construire des questions. À chaque fois en me disant comment je lui donne un petit côté original, presque décalé parfois, pour que ça active plus l'imagination des gens que leur mémoire courte. Je te prends un cas tout bête sur le monde actuel, par exemple. Si je te dis qu'est-ce que tu penses du monde actuel, tout de suite tu vas penser à la dernière vidéo brute que tu as vue, ou au truc que ou l'article de journal que tu as lu, tu vas aller chercher en fait dans ta mémoire. Ouais. Et du coup tu vas répéter un truc, alors que notre question c'est, si tu devais décrire la planète à un extraterrestre, qu'est-ce que tu lui dirais? Il y a toujours un petit sourire en coin, il y a des yeux qui se lèvent au ciel en disant tiens, j'ai rarement abordé le sujet de cette manière-là. Et en fait, ça fait prendre un petit pas de recul et t'actives ton imagination, t'actives ta réflexion, pas de côté, en fait. Et tout de suite, l'angle ne sera pas du tout le même, alors que la réponse que tu vas chercher aurait pu être la même. Ouais, on essaie d'aller chercher en tout cas ce qui est vraiment ce qu'il y a au fond des gens. La question sur le futur, c'est ferme les yeux, t'es en 2100, qu'est-ce que tu vois? La question sur l'éducation, c'est
si tu pouvais faire enseigner quelque chose dans toutes les écoles du monde, qu'est-ce que ce serait? En fait, on met toujours les gens en position d'action ou les gens en position de regarder. Tu vois, si tu regardes la planète comme un extraterrestre. Et ça commence toujours par selon toi. On essaie vraiment d'impliquer la réflexion des gens. Donc après, il y a des questions très basiques, hein, comme de quoi as-tu peur, quel est ton rêve, de quoi as-tu besoin dans la vie. Et des questions. Les deux premières questions sont volontairement assez simples, mais c'est. Il y a un ordre aussi. Oui, il y a un ordre à respecter, tout à fait. Qui était. Au début, j'ai pas pensé au fait qu'il faille forcément un ordre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en posant deux premières questions très simples, c'est qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez enfant, et si vous pouviez prendre un café avec n'importe qui, ce serait qui? En fait, la toute première question sur l'enfance, c'est un petit moment d'introspection qui tout de suite nous met dans une position confortable, en tout cas qui te fait rentrer en toi, qui te met dans une démarche émotionnelle, c'est sécurisé. C'est sécurisé, voilà. Tout le monde peut y répondre assez facilement, il n'y a pas de piège, il n'y a pas exactement. C'est une question un peu rassurante, quoi. Parce qu'au début, nous, on donne jamais les questions d'avance quand on interviewe des gens. Donc, ils savent pas à quoi s'attendre. Il y en a qui ont un peu peur, forcément. En plus, il y a une caméra, donc c'est très important de les rassurer. Mais la deuxième question, c'est si tu pouvais prendre un café avec n'importe qui, ce serait qui? Pareil, c'est un peu léger. Ils se disent, tiens, c'est marrant. Ils s'imaginent avec qui ils voudraient prendre un café. Après, on rentre dans le dur avec des questions un peu plus profondes. Mais tu as mis les gens à l'aise. Ils se sentent bien. Ils ont un peu plus envie de se livrer. Et du coup, pour la suite, c'est assez important, en fait. Donc oui, il y a une science de la question, même du questionnaire, en fait, que petit à petit on a appris et qu'aujourd'hui on met au service de nos clients, notamment quand on doit élaborer des questions pour des projets. Voilà. On l'a découvert aussi avec un podcast d'interview, de conversation. Évidemment, il y a une mise en place d'une relation, évidemment, qui est à construire. C'est beaucoup moins structuré et cadré, ou c'est jamais vraiment les mêmes questions qu'on pose, mais il y a toujours le même enchaînement, le même besoin où on veut arriver à la fin de la conversation. Quoi. C'est ce besoin de profondeur. Complètement. On y arrive aussi. Et j'ai un cas pratique, tu vois, on discute en ce moment avec une entreprise qui travaille sur l'habitation, enfin l'habitat, qui veulent qu'on fasse un reportage dans le monde entier sur comment les gens vivent leur rapport à la maison, ce qui est un sujet hyper chouette, qui veut qu'on aborde des sujets pragmatiques comme le rapport à l'argent quand tu veux améliorer ta maison, comme le rapport à l'écologie, qui sont des sujets très techniques. Et nous, on leur a dit, la première question, ce sera dans combien de maisons différentes tu as vécu dans ta vie, et c'était où? Voilà, les gens, ils vont se remémorer leurs différentes maisons, ils vont te raconter un peu leur vie, et ça va les mettre dans une disposition assez authentique avant d'aller aborder des sujets un peu plus techniques, quoi. Si tu veux ma réponse, moi c'est 17. J'ai fait l'exercice. C'est pas vrai. J'ai fait l'exercice dernièrement. Combien de logements? Et dernièrement, sur les 10 dernières années, j'ai beaucoup déménagé. Beaucoup en France, à chaque fois, mais plein d'expériences et de micro-déménagements inter-régions. Et c'était 17. Mais c'est intéressant à faire, parce que je suis sûr qu'en fait, surtout quand tu es parisien et que tu déménages tous les 2-3 ans parce que tu étais en coloc. Tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte, mais tu as sûrement vécu dans plein de logements. La période étudiante, en fait, en 5 ans, tu peux faire 3, 4, 5, un petit Erasmus par-ci par-là, et hop, tu as 2 colocs en plus. Ouais. Je vais pas faire l'exercice maintenant parce que je vais perdre 5 minutes, mais je le ferai sûrement après, tiens, c'est marrant. J'ai fait la semaine dernière, voilà. Ok. Donc très sympa. Tu construis après l'itinéraire du voyage, tu le prépares. Comment tu te mets en place pour aller chercher des cultures différentes, des langues différentes, comment tu gères un petit peu, et est-ce que tu planifies d'abord les interviews? Oui. Et comment tu trouves les personnes à interviewer avant de partir? Alors, plusieurs questions. En effet, il y a plein de questions, mais ça me va très bien. Tout ça était en effet assez structuré. D'une part, dans la volonté, moi qui était la mienne, d'aller interviewer des gens de profils très variés. Ouais. On a parlé des questions, mais il y a aussi
c'est forcément lié aux personnes à qui je vais les poser. Moi, j'avais envie de sortir de ma bulle sociale, j'avais envie de rencontrer les ouvriers, les paysans, les politiques, les retraités, justement tous ces gens Hommes, que femmes, je ne côtoyais enfants, pas forcément, personnes âgées. dont tu as une certaine forme de représentation sociale. Je voulais aller leur poser mes questions, donc j'avais une très forte envie de varier les profils. Et donc j'avais une grille de profils sociaux assez universelle. Et dans chaque pays, je devais cocher tous ces profils-là. Donc il y a eu un vrai travail de casting, entre guillemets. Et en effet, c'était organisé. Dès que j'arrivais, 2 semaines avant d'arriver dans un pays, je mettais sur les réseaux sociaux, coucou, j'arrive en Iran dans 2 semaines. Qui connaît du monde là-bas? Donc il y a plein de gens qui étaient tagués. C'est quand même la vertu première des réseaux sociaux. Et d'avoir fait une campagne de crowdfunding avant, peut-être, pour lancer un petit peu... Ouais, même au-delà de ça, je pense qu'il suffit d'avoir une communauté de 500, 1000 amis sur les réseaux sociaux. Tu as forcément quelqu'un qui connaît du monde en Iran. Les gens, ils sont contents de suivre tes aventures, ils sont contents de taguer quelqu'un, c'est pas très engageant. Et en fait... ça te fait un point d'entrée, 2 entrées, 3... Une fois que tu as 5-10 personnes taguées, moi je leur écrivais à chacune. Bonjour, je t'écris de la part de machin qui m'a donné tes coordonnées. Voilà le projet que je mène. Et donc j'expliquais un peu ce qu'était 20 Questions to the World. Et je lui disais, et voici les profils de gens que je cherche à interviewer. Et donc là, je mettais une liste à l'après-vert de profils sociaux. Et les personnes, pour un projet si humain, si simple, en fait, te disent, ah bah tiens, je vais voir mon oncle paysan ce week-end à la campagne, tu peux venir avec moi si tu veux. Attends, j'ai un ami qui bosse au Parlement, qui bosse avec l'ancien président, peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose. Surtout, les gens ont envie de t'introduire auprès de profils, tu vois, assez importants. Ou assez on a envie d'être le passe-partout et de t'ouvrir les portes de la culture du pays, quoi. Il y a cette théorie des 6 liens de séparation. Ah ouais. On dit t'es connecté à n'importe quelle personne sur Terre, en maximum 6 liens. Et ça, c'était avant Internet. Aujourd'hui, ça c'est soi-disant réduit à 3,5 ou 4 personnes. Ouais. C'est-à-dire que tu peux toucher Barack Obama en un lien de 4 personnes. Mais c'est sûr. Ça, c'est un jeu que je fais régulièrement pour comprendre et réfléchir au mapping des personnes que je connais. Ouais. Et donc Barack, moi, c'est en 2 numéros. Ah, voilà. Mais il y en a plein d'autres. Essayer de toucher un univers, un écosystème, par quel biais on y arrive, c'est un super jeu. Carrément. Ça marche pour Barack Obama comme pour le dealer ou comme pour... Bien sûr. En fait, tu vois, ça marche pour tout profil social. Et du coup, moi, ça m'a amené... j'ai en effet interviewé un ancien président en Bolivie, un dealer de cocaïne dans les favelas à Rio, Éric Dupond-Moretti, des nomades en Mongolie. Enfin, ça, c'est plus facile à trouver. Mais ça m'a mené un peu partout. Ce qui est chouette aussi, c'est que les gens t'ouvrent aussi bien leur cœur que la porte de leur cuisine, quoi. Tu vas chez les gens, souvent, ils t'invitent ensuite à bouffer, à dormir. La conversation va plus loin que juste les 20 questions. Tu découvres des manières de vivre. En fait, tu as la meilleure excuse pour aller à la rencontre des gens. Il y avait aussi des rencontres dans la rue, comme tu disais aujourd'hui. Avant, est-ce que c'est bien organisé ? T'es obligé d'organiser justement pour avoir cette grille de minimum sociaux. Certains pensent que je me lève le matin, que je vais dans la rue et que je vais voir des gens et que je leur dis je peux vous poser 20 questions. T'es pas Maxime Ouais, de Rostolan. Non, pas de Rostolan. Antoine de Maximi. Antoine de Maximi, c'est ça. Ouais. Non, quoique j'aimerais bien, mais non, mais il faut se lever du bon pied. C'était pas tout à fait pareil. Ouais. Pour aller voir des gens, les interpeller. Enfin, franchement, c'est un acte assez courageux, quoi. Je l'ai fait, mais ça marche pas toujours. Et donc les gens, s'ouvrent à toi aussi bien. Et t'accueillent. Et ça te mène. C'est comme si tu contactais quelqu'un en France et qu'il te disait ah bah ouais, viens, je vais à Guéret ce week-end dans la Creuse. T'as qu'à venir avec moi, tu vois. Il y aura toute la famille. Tu serais jamais allé à Guéret dans la Creuse en tant que touriste si tu étais venu en France. Donc en fait, il y a plein de pays où ça m'a mené dans des endroits totalement improbables. J'ai suivi le fil des liens humains qui m'ont mené là-bas. Et ce qui est chouette, parce que du coup, en effet, tu as j'allais dire de l'authentique, il y a de l'authentique dans les villes, mais en tout cas, tu as des choses assez différentes, quoi. J'ai découvert ces pays de l'intérieur, quoi. Comme dit Laura, qui a fait un voyage autour du monde, elle dit souvent le touriste va voir ce qu'il est venu voir, un voyageur va voir ce qu'il peut voir. Ouais, voilà. Donc tu as vraiment fait le voyage complet. Tu as fait combien de pays ?
J'ai fait une vingtaine de pays. Et ça a commencé. Alors, dans cette période de 6 mois dont je parlais tout à l'heure, Oui, avant de pour partir, préparer. j'ai justement été testé pour des voyages, pendant des voyages d'une semaine, 10 jours en Espagne, en Angleterre et en Turquie. Notamment en Turquie, et ça va me permettre de reprendre ta question multiple d'avant, où tu parlais des interprètes, etc., des langues. La Turquie, je voulais me confronter à un pays justement où je ne parle pas la langue, Ouais. pour voir comment ça allait s'organiser. Donc j'ai fait ces 3 pays-là avant de partir. Et donc quand je suis parti en janvier 2017, pour un an, j'ai fait Argentine, Bolivie, Pérou, Brésil, Colombie, États-Unis, puis Russie, Mongolie, Singapour, Birmanie, Inde, Népal, Iran, Éthiopie. Voilà. Donc je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait une bonne vingtaine de pays, Ok. je crois. Et sur le sujet de la langue, en fait, il y a 3 situations différentes. Soit la personne parle français, anglais ou espagnol. Donc là, je maîtrisais la langue et il n'y a pas de problème. Bingo. Je parle de langue natale, Ouais. parce qu'on essaie toujours de faire ça dans la langue maternelle. Mhm. Je ne sais pas si on dit langue natale, on dit langue maternelle plutôt. Et ensuite, Les deux autres les situations. 2 autres situations, soit la personne parle une autre langue, mais en fait parle très bien anglais, parle parfaitement anglais, donc on fait l'interview en anglais. Et pardon, je vais rajouter une situation. Soit la personne parle anglais, mais pas suffisamment bien pour s'exprimer, donc je lui pose les questions en anglais. Elle peut Et elle comprendre les parle. questions, mais par contre elle parle dans sa langue. Je comprends rien à ce qu'elle dit, mais c'est pas grave. Je lui demande de me dire un peu à la fin ce qu'elle traduiras, a dit, voilà. Soit vraiment la personne parle pas du tout anglais. Il en faut, parce que c'est représentatif des gens si j'avais que des personnes qui parlent anglais, en termes d'éducation, ce serait pas représentatif. Et donc j'ai un interprète Ok. bénévole, local, que j'ai trouvé, qui m'accompagne. Souvent qui pose les celui questions. qui t'a mis en relation Voilà, potentiellement. exactement. S'il Exactement. était sur les réseaux, ça veut dire que potentiellement On trouve il- très il parle facilement de l'aide quand on mène des projets de ce type-là. Génial. Et donc combien de personnes interviewées? Alors moi, pendant ma première année de voyage, à la fin de l'année 2017, j'étais à 500 interviews. Ouais. Aujourd'hui, on est à plus de 1500. Parce qu'en fait, quand je suis rentré, j'avais 2 objectifs. C'était de diffuser un peu tout ce qui ressortait de tout ça. Je pense qu'on va en parler aussi. Et c'était de faire en sorte qu'on s'arrête jamais de poser ces questions. Donc très vite, j'ai proposé à des personnes de reprendre le flambeau. D'abord, j'ai été là où je sais qu'il y a un bon vivier, c'est-à-dire dans mon ancienne école de commerce. Tous les jeunes en césure qui veulent partir voyager, je leur ai dit partez en voyage plutôt qu'en stage. Et ça a bien marché. Et en tout, on a plus d'une vingtaine d'équipes de voyageurs qui sont repartis depuis début 2018. Il y a eu une petite pause 2020-2021 Voilà. Que tout le monde a eu. que tout le monde a eu, mais on a des équipes en permanence qui partent sur le terrain, continuent à poser nos questions, qui sont des En bénévoles sur mode l'assaut. associatif, Ouais, exactement. voilà. On les aide à trouver des partenaires quand ils en ont besoin. Des équipes qui disent bah non, nous on a un projet de 6 mois, il est déjà financé, on veut juste trouver un fil conducteur, on va te faire une cinquantaine ou une centaine d'interviews en 6 mois, enfin quand on aura envie. Et il y a d'autres équipes qui disent bah nous on veut en faire un gros projet, on veut trouver des financements grâce à ça, et on les aide à trouver des financements comme moi j'en avais trouvé au début. Voilà. Génial. Et est-ce que tu as des anecdotes, des réponses qui t'ont surpris, des moments d'émotion, des moments de vie incroyables pendant le voyage, des rencontres? On me pose très souvent cette question et j'ai très souvent du mal à répondre. Toutes. Sûrement parce qu'il y en a trop. Trop, toutes. Mais en fait, en ce moment, on fait une tournée des buralistes en France. On fait un 20 questions aux buralistes en partenariat avec une marque. Et vous voyez, j'ai fait une interview de buraliste il y a 2 jours à Beauvais, où au bout de 2 questions, le buraliste était en larmes. C'était quelqu'un de très émotif qui aimait bien parler. Et ça a été une interview hyper forte, émotionnellement parlant. En fait, c'est ça que je retiens. À chaque fois, c'est des moments, des échanges privilégiés, intimes, beaux avec des gens. Donc, c'est pas tant la typologie de la personne qui m'intéresse que la profondeur de l'échange qu'on arrive à avoir. Et à chaque fois que j'ai un échange profond où la personne se livre, je sens qu'il y a du vrai, moi, je suis hyper heureux, quoi. Ça me Ça nourrit. te nourrit, Voilà, et ça nourrit le exactement. projet.
Et donc oui, j'ai des anecdotes de dingue. Quand j'ai interviewé l'ancien président en Bolivie, moi, j'aime beaucoup la géopolitique, comprendre le monde, différents aspects du monde. Et donc je lui disais, moi dans mes cours de géopolitique en prépa, on me disait que l'Amérique avait une influence très forte sur l'Amérique latine. C'était un peu sa chasse gardée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se matérialise? Parce qu'il y a ce qu'on lit dans les livres. Et il me dit, bah, moi, quand j'ai été élu président, j'ai eu un petit coup de fil des États-Unis qui me dit, tiens, ce serait bien que tu mettes lui en tant que ministre. Tiens, ce serait bien que tu mettes elle en tant que ministre. Sinon, nos accords commerciaux sur tel truc, bon, bah, peut-être qu'on les renégociera. Et donc, c'était... Ça, c'était vrai, quoi. Ouais, c'était vrai. Pour moi, c'était hyper chouette. C'est ce que j'allais chercher, en fait. Ouais. Quand je dis que c'était une quête intellectuelle, c'est aller chercher du vrai, c'est ça. Aussi bien sur les émotions humaines que sur des phénomènes de ce type-là. Et donc, ça, j'ai touché des choses assez chouettes. Comme Et ça. le dealer Et le dealer de cocaïne, de très cocaïne. humain. Très humain, très chouette, non mais très sympathique en plus, très terre à terre. Bah, Tu vois, bah oui. la question sur le bonheur, c'est selon vous qui est la personne la plus heureuse du monde. Je dis je sais pas, c'est nous là, c'est toi, c'est moi, c'est nous en train de discuter, on est bien là, qu'est-ce qu'il y a, tu vois, on est trop... Et bref, puis c'était dans je te raconte pas le gourbi dans lequel il vivait dans la favela. J'y suis allé forcément avec une personne parce que tu rentres pas dans une favela tout seul, donc tu as ce côté en plus un peu intriguant au début. Tu as fait là, en plus tu as un sac avec une caméra sur le dos. Tu te dis, est-ce que je vais pas me faire un peu. J'attire l'œil. Et donc c'était chouette. Là encore une fois, tu as un univers dans lequel tu rentres. Auquel normalement tu n'as pas accès. Auquel normalement tu n'as pas accès. Et c'est parce que tu as ce c'est des portes projet. d'entrée, exactement. C'est une porte d'entrée. C'est une excuse parfaite C'est pour l'excuse parfaite. ouvrir un micro, ouvrir une caméra. Voilà, exactement. Tu peux aller partout. Et ok, donc tout se passe super bien. Tu as tout ça en stock. Tu rentres. Qu'est-ce que tu fais? À part essayer encore une fois de faire durer l'aventure, qu'est-ce que tu fais de tout ce contenu? Très vite, j'ai essayé d'anticiper ce que je pouvais en faire. Même si plus je m'en nourrissais, plus ça me donnait d'idées. Plus ça ouvrait le champ des possibles. Mais je voulais vraiment d'abord vivre cette exploration, vivre cette aventure humaine. Ça a été une aventure humaine vraiment extraordinaire. Et quand en fait, la quête de compréhension du monde a assez vite laissé place à une volonté, disons, de rapprocher les gens. En tout cas, de fédérer autour de ce qui nous unit. Parce que quand on s'intéresse à l'humain comme je l'ai fait, c'est-à-dire en allant chercher je vais arrêter de dire le vrai, mais en tout cas la profondeur, l'humanité au fond de chacun, il y a pas mal de similitudes qui ressortent. Je ne vais pas dire qu'on est plus les mêmes qu'on ne le croit, mais en tout cas, moi j'ai touché beaucoup plus à notre unité qu'à nos divisions. Et dans un contexte où quand même on nous martèle tous les jours nos différences, ce qui nous divise, je me suis dit, moi j'ai plutôt envie de rapprocher du coup. Donc c'est la mission que s'est donnée l'association depuis. Essayer de créer du lien, essayer de stimuler la part d'humanité de chacun, essayer de redonner un peu le goût de l'autre, le goût spontané pour la rencontre, pour l'humain, quoi. Donc ça, il a fallu du temps pour construire cette vision. Là, je te raconte ça comme si c'était fluide, hyper naturellement, hyper facilement. Mais donc, de là se pose la question de comment tu fais ça, en fait, comment tu arrives à avoir un vrai impact là-dessus, comment tu construis ensuite tes projets. J'ai eu très vite aussi l'idée d'écrire un livre que tu as sous les yeux, du coup, qui s'appelle Nous Humains. Je te remercie grandement. Qui s'appelle Nous Humains, qui a été publié fin 2019, mais tu vois, l'agent éditorial qui m'a aidé pour monter ce projet, je l'ai contacté en plein milieu de mon voyage, au bout de 6 mois, quand j'étais aux États-Unis. Donc c'est le temps qu'il a fallu pour poser un petit peu l'idée du livre, trouver un éditeur, donc Alizio, et l'écrire surtout, et le publier. Parce que autant il y avait entre guillemets que 20 questions, mais avec le nombre de réponses, comment construire, comment synthétiser et rassembler, encore une fois tout ça. Ça, en fait, c'est... Merci mes années quand même de conseil en stratégie, c'est que, comme je te disais au tout début, très vite j'ai senti qu'il y avait une analyse en fait à faire des réponses, qu'il y avait des choses qui ressortaient. Parce que tu étais parti sur des thèmes avant de partir sur des questions. Donc tu as organisé le livre aussi avec ces thèmes-là. Et surtout, en fait, j'ai eu une intuition très vite qu'il y avait
les tendances fortes qui allaient ressortir et j'avais envie de les quantifier en fait. Quand je posais la question sur le futur, fermez les yeux, vous êtes en 2100, qu'est-ce que vous voyez? J'entendais beaucoup de réponses pessimistes, mais j'avais envie de pouvoir dire, en fait, il y a X% de réponses pessimistes. C'est intéressant de se dire ça sur 500 personnes ou sur 1000 personnes. Et donc je l'ai fait. On catégorise chaque réponse. On retranscrit chaque réponse à la main, on la catégorise. Et donc je peux te dire, sur les 700 premières interviews, je crois 70% des réponses sont négatives sur la question sur le futur. Et à 40% d'entre eux, c'est parce qu'ils parlent de technologie et de progrès. Ensuite, c'est parce qu'ils parlent de guerre. Ensuite, c'est parce qu'ils parlent d'écologie. Et donc, c'est chouette, ça te donne une sorte de petit mapping de l'être humain, quoi. Parce que on fait pareil sur les peurs, en fait. La question de quoi as-tu peur, je pense que ce qui ressort en premier, c'est de perdre un proche. Ensuite, ça doit être de ne pas m'accomplir personnellement. Après, il y a peut-être les insectes. Mais en tout cas, ça a été... moi, j'avais très envie de pouvoir analyser ça. Je ne suis pas sociologue, on fait pas de... On joue pas avec les données. Enfin, en tout cas, on revend pas les données. On n'a pas d'objectif autour des données. Mais vous en faites quand même j'ai envie d'en cette sortir étude-là. une matière parce que c'est la curiosité, encore une fois, c'est une quête intellectuelle. Et donc, dans le bouquin, à la fin, il y a toute une partie analyse, qui est la plus grosse partie, où sur chaque question, quand ça a du sens, j'en sors des tendances comme ça. J'essaie de les mettre en perspective avec des phénomènes actuels, de les comprendre, et tout ça mène à une thèse, en tout cas moi, à ma théorie de communauté mondiale, où j'essaie de me dire il faut qu'on se sente plus unis, enfin plus dans le même bateau, quoi. Moi, c'est à ça que tout ce projet-là, c'est avant tout une volonté de rapprocher les gens et de les faire se sentir plus liés les uns aux autres, se dire faut être un peu lié dans ce gros bordel qu'il y a autour de nous, et que faut être conscient qu'en plus, avec la mondialisation, on est tous liés les uns aux autres. Encore le plus t-shirt facilement. que tu portes, il est forcément passé par les mains de personnes dans plein de pays différents, de plein de niveaux sociaux différents. Et c'est le cas pour tout ce qu'on fait. Enfin, tout est connecté, lié aujourd'hui. Et donc, j'aimerais bien qu'on le sente, en fait, que chacun le ressente, et qu'on se sente plus liés les uns aux autres, quoi. Tout ça, c'est des théories un peu ésotériques, mais... Et en tout cas, en tout l'énergie cas, au quotidien, elle est portée là-dessus. Ouais, Aujourd'hui, vous êtes une dizaine tout à fait. sur les deux structures, enfin, ou peut-être que sur Ouais. l'agence. Donc, il y a deux structures, deux possibilités. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en fait, vous permettez de définir, de personnaliser ces questions pour des projets, pour des marques, pour des entreprises, pour des écosystèmes, et vous dupliquez, en fait. Ouais, je vais expliquer de manière très concrète et très organisée ce qu'on fait, parce que c'est pas toujours clair pour les gens. On se dit c'est quoi ce bazar avec leurs questions. Même mes amis ne savent pas parfaitement ce qu'on fait. Et donc je vais diviser sur l'asso et sur l'agence. L'asso, on a 3 savoir-faire principaux. C'est le contenu audiovisuel. Donc on crée beaucoup de contenu de manière indépendante qu'on diffuse sur nos réseaux à nous pour rapprocher, pour créer, enfin pour stimuler l'humanité de chacun, disons. On fait des installations physiques, interactives, qu'on met dans l'espace public, pour là créer du lien concrètement entre les gens. Je prends un exemple qu'on développe beaucoup en ce moment, qui s'appelle les cafés questions, qu'on fait par exemple place de la République. On installe des tables avec nos questions qui sont écrites dessus. On invite des passants qu'on alpague dans la rue à venir s'asseoir, prendre un café en face d'un autre passant, donc d'un inconnu, et de jouer avec nos questions. Ça marche super bien. L'origine de ce concept, c'est que on a souvent, après une interview, la personne nous dit... Et toi? Non, nous dit en fait merci de m'avoir posé ces 20 questions, parce que elles paraissent toutes bêtes, mais en fait elles font réfléchir, elles font prendre un petit temps de pause, d'introspection. On oublie souvent de se les poser et ça fait un bien fou. Parfois les gens nous écrivent ça 2-3 jours après en disant je continue de ruminer sur tes questions, ça fait longtemps que je ne m'étais pas posé là-dessus, ça fait du bien. Je les ai posés à ma femme, à mon mari. Aussi, exactement. J'ai partagé mes réponses avec mes enfants. Justement, le truc, c'est qu'en fait, il y a des gens qui nous disent je prends 2 ou 3 de tes questions, je les balance à des dîners en famille ou entre copains,
Et ça nous amène à se livrer un peu plus que d'habitude, à découvrir d'autres choses sur ses amis ou sur sa famille dont on n'a pas l'habitude de parler. Et donc c'est vachement chouette. Et donc on s'est dit, nos questions ont un impact, puisqu'on parlait d'impact, en tout cas servent à quelque chose. Donc on va les mettre à disposition de tout le monde. Elles ont une vie. Ouais. Et donc on va les mettre à disposition de tout le monde. Et donc on scénographie ces petits cafés sur les places publiques pour inciter des inconnus à se rencontrer. Et il se passe des choses super. Il y a des gens qui restent quasiment assis une heure ensemble, alors que vraiment ils passaient leur chemin à la base, qui se font des câlins à la fin. On essaie de mettre des gens qui en plus n'ont pas grand-chose à voir a priori quand tu les vois. Des jeunes, des vieux, toutes sortes Juste, ils étaient au même endroit. Ouais, Au même moment. et ils nous disent tous, à la fin, à minima, merci, c'était une petite bouffée d'air en fait. Et ça manque, cette humanité, ce lien spontané qu'on peut avoir avec les autres. Donc voilà le type de... Et ça, par exemple, on va sûrement le faire en partenariat avec la SNCF en gare à partir d'octobre, avec le département culturel de la SNCF, pour justement essayer de recréer du lien en gare. Et puis, qui sait si on ne mettra pas ça dans les cafétérias, dans les restaurants. Un piano et un café question. Exactement. C'est universel. Donc voilà un exemple, on en a d'autres dans les cartons, mais de format physique. Et ça, c'est jamais filmé. Non. Voilà, Déjà qu'on demande à des inconnus de s'asseoir l'un en face de l'autre et de se parler. Si en plus on leur dit c'est enregistré, on veut pas. On leur laisse leur intimité. Et d'ailleurs, dans la scénographie c'est justement le concept. On essaie de créer une zone d'intimité autour d'eux avec du marquage au sol pour que la table et les deux chaises soient sacralisées et que ce soit une bulle, exactement, quoi. Et le dernier, sur l'association, le dernier pilier, le troisième, c'est les programmes pédagogiques. On a plus de 8000 enfants qui ont participé à des programmes pédagogiques qu'on crée depuis 3-4 ans. Ça, c'est Antoine, qui est aujourd'hui mon associé, qui a été un des premiers voyageurs à repartir poser des questions en 2018, et qui lui m'a dit j'aimerais bien adapter le concept aux enfants. Je lui ai dit vas-y mon petit, n'hésite pas. Il a voulu donc aller poser des questions à des enfants dans le monde, sauf qu'il s'est dit, je sais, c'était des enfants via les écoles. Il s'est dit, mais je ne sais pas trop quelles questions poser à des enfants, je ne me sens pas légitime, donc je vais d'abord aller faire une tournée des écoles en France pour collecter des questions d'enfants qui voudraient que je pose à d'autres enfants. Le premier voyage, c'était en Chine. Il est parti en Chine avec les questions des enfants français. Il a filmé les réponses des enfants chinois. Il a en même temps collecté des questions d'enfants chinois pour les enfants français. Et il a créé une sorte d'échange culturel audiovisuel comme ça, qui a cartonné. Donc on a eu les éditions Nathan qui sont devenus un partenaire assez rapidement. Et le truc a grandi. Ça a été des programmes pédagogiques annuels en impliquant des écoles dans le monde entier. Avec un programme sur toute l'année où on suivait un ambassadeur qui faisait des tournées d'école avec des contenus qui sont diffusés à la fin de l'année pour créer du débat en classe avec des réponses d'enfants du monde entier. Et voilà, cette branche pédagogique s'est beaucoup développée. Aujourd'hui, on crée des programmes de toutes pièces en fonction des opportunités. On a fait des projets avec l'Union européenne, par exemple. Et là, on travaille à la création du Parlement européen des enfants pour que justement chaque année, on fasse travailler les enfants sur les propositions pour l'Europe. Voilà. Ça va loin. Ça va loin et ça peut. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que ça touche tout le monde et c'est tellement universel que, évidemment, c'est presque le point de départ de beaucoup de structures et de projets qui peuvent revenir sur le devant de la scène et avec cette idée de positivité, de virtuosité, quoi. Mais je te disais, quand tu me posais la question au début, comment tu structures un projet comme ça, en fait, et que je te disais que c'est un projet exploratoire, c'est toujours un projet exploratoire. Et j'espère que ça le sera toujours, parce qu'on ne se met pas trop de limites dans les idées. Tu vois, on se dit pas, non, là, les programmes pédagogiques sur l'Europe, c'est sur des propositions pour l'avenir de l'Europe, c'est un peu politique, c'est plus sur l'humain. En fait, on s'en fout. Je pense que c'est un truc qui va avoir beaucoup d'impact, ce Parlement européen des enfants. Ça va créer des citoyens engagés de demain. Pour nous, c'est vertueux. Si justement, on y va, quoi. On veut que la politique soit plus humaine, autant inverser la construction logique, quoi. Nous, on fait ça avec plein de bonne volonté, avec beaucoup d'idéaux aussi, avec beaucoup d'énergie, et on se laisse porter. On essaie d'avoir un peu de lucidité, un peu de hauteur sur ce qu'on fait, mais on se laisse porter, en fait, tant que les projets ont du sens et que nous, on les aime, on y va, quoi. Donc il y a ces 3 piliers sur l'association, audiovisuel,
installation physique et programme pédagogique. Et l'agence n'est qu'un continuum de ça, en fait. C'est que nous, on dit on a ces savoir-faire-là. Côté B2B. D'ailleurs, regardez notre vitrine, c'est l'association. Et côté B2B, c'est on peut mettre ces savoir-faire à votre service. Au début, on faisait des petits projets de contenu interne, on faisait des interviews de collaborateurs avec nos questions ou souvent pas avec nos questions, parce qu'ils nous disent, nous, on voudrait parler de tel sujet en interne, de tel truc. Juste, on a une patte, nous. On sait faire parler les gens, on sait mener une interview pour qu'il y ait du vrai, justement, pour qu'il y ait de l'authenticité. Même sur des sujets corporate qui peuvent paraître chiants parfois, on a des gens à la SOG qui nous ont dit, mais vous êtes qui, quoi ? D'habitude, moi, quand on vient m'interviewer... on me donne les réponses à l'avance, je sais ce que je dois dire, je dois répéter un peu. Vous arrivez, je ne sais même pas de quoi vous allez me parler, vous avez une discussion avec moi. Ouais, vous me cueillez, mais en fait c'est vrai. Mais derrière, déjà ça rend l'échange beaucoup plus vrai. Et derrière, à l'image, il y a beaucoup plus d'émotion et d'authenticité. On y croit, quoi. On y croit parce que c'est vrai, parce que la personne a été à peu près vraie. Alors quand elle doit réciter et qu'on lui fait répéter 4 fois le truc pour que ça soit bien dit, que machin, on perd tout, toute émotion. Donc, on fait des projets de tout type, en sachant que plus on grandit, plus on se professionnalise et plus on vient aussi nous chercher pour ce qu'on est vraiment. Donc là, on a des projets incroyables avec des marques de reportages dans le monde entier, où on va interviewer des gens avec des questions qu'on élabore nous-mêmes, qui sont en lien avec les territoires de ces marques-là, mais qui sont très universelles, très belles. On fait des projets vidéo très beaux aussi esthétiquement, auxquels on tient. Nos cafés questions, il y a des marques qui nous sollicitent pour les mettre sur des événements, des choses comme ça. Donc en fait, voilà, c'est vraiment cette logique-là de... Nous, on fait des choses sur l'assaut qui nous paraissent chouettes, qui nous paraissent belles, qui nous paraissent avoir un impact, et qui peut s'approprier nos savoir-faire pour créer des projets. Et comme on vient nous chercher pour nos savoir-faire, on nous laisse souvent la main libre pour justement l'édito, pour la conception, la création. Donc on a trouvé un équilibre assez chouette là-dessus, quoi. Voilà la structure. Sur l'aspect voyage, pendant 2 ans, là, il y a eu moins de voyages. Ouais. Est-ce que vous avez quand même réussi à trouver des acteurs locaux qui continuent de poser des questions ? Est-ce que ça peut se faire comme ça ? Non, on n'a pas... C'est pas comme ça que ça se construit. En fait, les 20 questions, poser les 20 questions par les équipes de bénévoles dont je te parlais, ça a arrêté totalement. Par contre, nous, on a continué à faire des projets clients qui nous demandaient de faire des interviews dans le monde entier. Mais après, de toute façon, on va pas toujours sur place parce que moi, j'ai une certaine forme de conscience écologique et je vais pas aller tout le temps partout pour faire des interviews. Avant de compenser, il vaut mieux réduire. Voilà. Mais on a développé, comme tout le monde, l'interview à distance. Donc en fait, on faisait des projets, pour Engie, sur comment les gens ressentaient justement le Covid au tout début, le confinement, etc. dans le monde entier. On a interviewé une 30aine de personnes à distance. Donc on passait un quart d'heure avec eux en visio avant, leur disant tu vas devoir te filmer tout seul, mon gars, avec ton téléphone. Voilà comment faut que tu le poses. Et surtout, lui dire justement, nous normalement, on est là, on fait l'interview, c'est un truc spontané, très humain, donc s'il te plaît, essaie de reproduire ça dans le sens où là tu vas avoir les questions en avance forcément, mais s'il te plaît, tu n'y réfléchis pas, tu allumes ton téléphone, tu lis la question, tu parles, je dis moi je m'en fous que tu hésites, que tu aies des bugs, tu me fais une vidéo de 5 minutes, t'inquiète pas, moi je choperai la phrase qu'il faut, je ferai le truc, mais s'il te plaît, garde la spontanéité. Et en fait, on s'en est pas mal sorti sur ce créneau-là. Du coup, pendant un an et demi, on a fait beaucoup de projets avec de l'auto-interview. Heureusement, les clients sont revenus à l'interview en présentiel. Oui. Parce que nous, en termes d'esthétisme, en termes d'humanité, c'est 1000 fois plus agréable. Tu pourrais te dire, attends, on a trouvé un moyen efficace de faire des interviews, ça coûte moins cher, ça machin. En fait, c'est vraiment chiant. Puis c'est moche. On va pas envoyer un mailing à 200 000 personnes. Posez-vous les questions. Voilà. Non. Donc ça a très vite repris les interviews en physique. On en fait beaucoup en France. Nos projets clients sont énormément en France. On prend rarement l'avion de toute façon pour nos clients. Mais bon, voilà. En tout cas, on a passé le Covid comme ça, avec des interviews à distance. Ok. Sur la vision aussi, du coup, sur le côté agence, est-ce que comment tu vois un petit peu le développement ? Là, je vais prendre la vision plutôt côté global, organisation, du coup.
Moi, ma vision, elle est comme un projet à la JR, l'artiste JR, par exemple, qui fait ses portraits dans le monde entier ou ses installations dans le monde entier, ou même à la Yann Bertrand. C'est-à-dire, en fait, mettre une certaine forme de créativité et d'art au service d'un message. Et donc, tu vois, c'est plus la vision portée par l'Asso. Moi, je veux qu'on soit reconnu pour ça, en tant qu'indépendant. En opposition à... Mon but, c'est pas de devenir un Publicis un peu humain, quoi, humaniste. Mon objectif n'est pas sur l'agence. Mon objectif n'est pas de développer une grosse agence de prod lucrative. Mon objectif est de mener des projets qui ont du sens, qui sont beaux, qui nous plaisent, et qu'on soit reconnu pour ça, et qu'on soit appelé par les JO, par je sais pas quelle organisation, parce qu'on nous dit on veut créer du lien à cet endroit, ou on veut faire un beau reportage à cet endroit, ou on veut créer une installation à cet endroit dans un musée ou dans le truc qui va permettre de faire passer tel message, et 20 Questions to the World, vous êtes reconnu pour ça, donc voilà. Donc ma vision, elle est là. L'agence n'est qu'un moyen pour financer cette vision, sur lequel on prend de plus en plus de plaisir, parce que comme je te disais, en fait, comme on commence à être crédible sur la partie asso, on vient nous chercher pour ça. Et donc c'est un entonnoir, en fait. C'est un entonnoir vers ne faire que des projets qui nous tiennent vachement à cœur. Mais en tout cas, sur la vision du coup pour l'agence, c'est de continuer à avoir des projets très humains, en fait, qu'on nous laisse faire ce qu'on aime faire, à notre ADN, qui est l'authenticité. Est-ce que tu sens justement que potentiellement il y a 2 ans, 3 ans, certains clients n'allaient pas venir, allaient vous trop cadrer, et aujourd'hui sont susceptibles de revenir dans 2 ans, dans 5 ans, et ils vont vraiment vous faire confiance et comprendre leur intérêt à justement vous donner carte blanche. Ouais, bah ça c'est certain, mais je pense que c'est juste logique. Par contre, c'est comme n'importe quelle boîte, au début tu dois faire tes preuves. Il y a 2-3 ans, quand j'ai essayé de bosser avec certains clients, j'avais pas grand chose à leur montrer, nos productions elles n'étaient pas forcément très belles, le message n'était pas aussi bien rodé qu'aujourd'hui. Et puis comme toute boîte, comme toute organisation, petit à petit, tu as des choses de plus en plus belles à montrer, toi tu es de plus en plus serein, ton discours il est de plus en plus fluide, et les gens ils ont envie de te donner de plus en plus, et donc on chope des budgets de plus en plus gros. Et il y a 2 jours, on était en discussion avec une chaîne télé pour ce qui devait être un petit format digital, et ils nous disent non mais en fait votre truc c'est un format court télé qu'il faut faire, faut le diffuser après le 20h, et on va chercher un partenaire pour ça. Donc en fait voilà, et j'espère que c'est que le début de choses, de trucs dans ce genre-là, et je suis très conscient et lucide sur le fait qu'il y a un temps long qu'il faut accepter, que dans 5 ans, je me dirais sûrement, en regardant ce qu'on fait aujourd'hui, putain, c'était quand même un peu enfantin et c'était pas très beau. Aujourd'hui, quand je regarde ce qu'on faisait il y a 3 ans, je me dis, la vache, et dire qu'on vendait des trucs comme ça, c'était un peu osé. Mais voilà, aujourd'hui, on fait ce qu'on peut faire avec nos moyens. Et c'est universel, exactement. Et c'est important juste d'être lucide là-dessus, tu vois, et que le programme télé dont je viens de te parler, si ça se trouve, ça va pas se faire cette année, mais ça se fera dans 4 ans. Et c'est OK. C'est totalement OK. En fait, c'est totalement OK. Je trouve qu'on évolue bien. On est une petite équipe de 8-10 personnes, hyper soudées, hyper alignées. On prend beaucoup de soin dans les recrutements, d'avoir des gens qui croient en ce qu'on fait. On s'éclate, quoi. Moi, je m'éclate au quotidien. Donc tant qu'il y a ça, en fait, c'est cool. On continue, quoi. Est-ce qu'il y a un suivi ou un retour qui serait possible? Nous, tu vois, on a commencé ce podcast il y a 5 ans. On a commencé depuis quelques mois à les réenregistrer avec les premiers invités. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire quelque chose comme ça pour voir si justement ce côté peut-être... l'une des dernières questions sur les peurs, le futur, tout ça évolue. C'est possible de faire des choses comme ça? C'est un gros travail. Ouais. Il y a une seule personne avec qui on a fait 2 interviews. Okay. C'est quelqu'un un paysan que j'avais interviewé au tout début, et que j'ai réinterviewé il y a 6 mois. J'avoue que j'ai pas été comparé ses réponses.
C'est marrant parce qu'il y en a. C'est une sorte de séance de psy de l'humanité, quoi, ce que tu me demandes Bien de sûr. faire. Et il y a des gens parfois qui nous disent à la fin d'une interview merci pour la séance de psy. Euh, oui, ce serait possible, mais c'est trop de travail en fait. C'est pas notre axe prioritaire. Encore une fois, la partie vraiment analyse, la partie sociologique. Malheureusement, on n'a pas le temps d'explorer. J'aimerais beaucoup. Hein. On travaille sur un format d'exposition assez gros. Sur plusieurs milliers de mètres carrés qu'on devait faire à un moment au Forum des Halles ou au Carreau du Temple, tu vois, pour te donner un peu l'idée. Là-dedans, j'aimerais bien qu'il y ait énormément de data vis, tu vois, sur tout ce qui ressort des réponses qu'on a collectées, mais c'est un travail titanesque. Donc oui, un jour, mais aujourd'hui, ça me paraît... On a d'autres priorités, comme je te dis, l'expo. Je t'en Bientôt parlais une aussi, boutique. on récupère une boutique, nos prochains locaux ont pignon sur rue. Et on veut que ça serve de lieu de lien. C'est drôle de se dire, oui, c'est une boutique. En fait, il n'y a rien à vendre, mais Il y a rien à vendre. c'est une boutique. Ouais. Ce sont des locaux et il y a Exactement. une boutique parce qu'il y a une vitrine pour Mais ouais, montrer, on va s'éclater ouvrir tout ça. à mettre des questions en énorme sur la vitrine. D'ailleurs, on va changer la vitrine tous les 3-4 mois, je pense, parce que Oui, dans nos équipes, on a beaucoup de gens très créatifs qui, à mon avis, vont vouloir s'amuser avec cette vitrine. On va mettre une pioche à questions à l'extérieur, tu vois, des questions à emporter, que si les gens veulent repartir avec des petites questions, on va les inciter fortement en lisant ce qu'il y a sur la vitrine à rentrer, à venir s'asseoir à une table de café questions qui sera en permanence en vitrine et n'importe quel collaborateur devra être prêt à aller s'asseoir face à quelqu'un qui rentre dans la vitrine pour échanger, tu vois. génial. On veut faire venir les gens du quartier, tu vois, organiser une fois par mois, je sais pas, une Ouais. soirée de quartier où en fait tu fais venir tous les commerçants, tous les habitants, juste pour... Nous, on donne des icebreakers, j'aime pas ce mot, mais en fait, on donne des petits outils propices à la rencontre, propices à créer un lien un peu vrai, tu vois, un peu sympathique, qui manque beaucoup dans un immeuble. Même en fait, on va faire aussi une soirée peut-être juste pour les gens de l'immeuble qui est au-dessus de nous. Déjà Moi, je en connais pas mes inauguration. voisins, je Bah connais oui. pas mes voisins, alors que je me veux chantre du lien social, tu vois. Bah, si tu fais une petite soirée où tu dis salut, on est les nouveaux de la boutique en bas, voilà un peu ce qu'on fait ce soir, enfin demain soir, on fait une petite soirée, venez, ça va être sympa, il y a un petit coup à boire et des questions en masse. Mais bah, tu vois, derrière, si tu as créé des liens entre les voisins, t'es content, quoi. Et ça, j'aimerais bien qu'on fasse des soirées thématiques. On discute beaucoup en ce moment avec Petits Frères des Pauvres et la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui sont Ouais. deux assos qui luttent contre l'isolement. Et tu vois, faire des cafés questions où tu fais venir des personnes en situation d'isolement, beaucoup des vieux, tu les assois à une table et tu fais venir ensuite Des étudiants, des étudiants ou des trucs comme des ça. familles. Et voilà, tu vois, tu crées des ponts entre... Enfin, il y a tellement de trucs à explorer. Donc voilà. Voilà plein de projets qu'on a dans les cartons. Et il y en a d'autres. Il y a même un format de podcast aussi dont on a parlé. Et, chaque chose en son temps, comme je disais tout à l'heure. Ça va venir. Je sais que ça viendra, mais on fait comme on peut avec les moyens qu'on a, quoi. Et je te posais la question là sur aller réinterviewer les personnes parce que est-ce que tu as été réinterviewer les personnes proches, ta famille, tes Non. amis, ces premiers là? Ça, Non. ça serait Ce serait pas mal, ouais. ça serait pas mal. Ouais. Juste Mais pour, juste pour moi, là, pour juste toi, pour là. mon petit plaisir personnel, en effet. Non, je l'ai pas fait. Il y a même mon père et mon frère que je n'ai encore jamais interviewé. Ah là, Je pense parce que mon père comprend toujours pas tout à fait ce que je fais. bah, en fait, il faut qu'ils vivent l'expérience. faut peut-être qu'ils vivent l'expérience, ouais. Il y a juste, C'est pas faux. il y a juste ça souvent. Mais, ouais, je pourrais le faire, ouais. Tout à fait. Tout Toi, à mon fait. père Le a problème, compris. c'est que tu as envie d'interviewer tout le monde, en fait. Moi, il y a Ouais. plein de moments dans la rue. Je me souviens qu'il y avait un moment où je devenais fou parce que où que j'aille, je croisais quelqu'un que je regardais, je me disais, lui, j'aimerais trop lui poser mes questions, lui aussi, et tu deviens un peu fou, tu vois. Et donc je me suis un peu apaisé sur mon envie débordante de poser mes questions à tout le monde. Juste tes proches. Et comment tu recrutes justement cette équipe-là? J'allais pas. Oui, ils vont peut-être répondre aux questions, mais comment tu les engages? Est-ce qu'ils viennent spontanément, justement, avec toutes les valeurs et le partage de cette communauté? Ça se fait naturellement? Ben, c'est pas si facile Ok. parce que bon, évidemment, on cherche des compétences aussi avant tout, donc
on cherche des compétences et une certaine forme de passion pour ce qu'on fait. Comme tout le monde, quand on envoie des candidatures, on en a 95% qui ne sont pas qualifiés. Mhm. Les gens t'expliquent même pas pourquoi ils veulent venir chez toi, donc tout ça en bazarde. Et ensuite, tout le monde aime bien l'humain. Enfin, tu vois, tout le monde peut dire, ah ouais, moi aussi je suis passionné par l'humain. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, on a eu des... je suis aussi critique parce qu'on a eu des échecs justement dans les recrutements. Où on s'était trop basé sur l'émotionnel ou sur ouais, il adore ce qu'on fait et en fait ça fitait pas parfaitement, donc c'est assez dur de recruter, mais ça c'est pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez universel je pense. Ouais. Dès que tu cherches à recruter, tu fais plein d'erreurs, tu te berces d'illusions sur un profil. Et c'est grâce à ces erreurs que tu améliores le process. Carrément, et aujourd'hui on recrute beaucoup mieux, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a changé du coup ? Est-ce que vous arrivez du coup peut-être dans un process à diminuer ce côté émotionnel qui est trop présent dans ce projet et dans nous ? Ouais, il y a plusieurs personnes qui rencontrent. Déjà, en effet, il n'y a plus que moi on est 3 à faire les entretiens. Ça permet de croiser les avis, de moi pas me laisser emballer. Moi, je suis hyper émotionnel et je suis hyper dans le relationnel, donc. Si je m'entends bien avec une personne, je me dis c'est bon, ça va le faire. C'est bon. Fais du check, c'est bon. Je suis pas sûr que ce soit une bonne méthodologie de recrutement. Et oui, on croise les regards. On est beaucoup plus exigeant sur les compétences. On recrute beaucoup de créatifs, cadreurs, monteurs, vidéastes, réalisateurs. Donc on est de plus en plus chiant sur la technicité de ces profils-là. Et oui, il faut absolument que... on a quelques candidatures, les meilleures qu'on a eues, c'est des lettres de motivation en disant arrêtez tout, c'est moi qu'il faut prendre, je vais vous expliquer pourquoi, et bon là tu veux pas trop passer à côté. Tu regardes. Ouais, tu regardes et la personne te dit non mais c'est ce que vous faites, c'est extraordinaire, c'est exactement ce que j'ai toujours rêvé de faire. D'ailleurs, j'ai voyagé 1 an machin où j'ai fait ça. D'ailleurs, je fais de la vidéo et machin. Là tu fais bon bah ok c'est bon, c'est parti. Donc il y a quelques matchs parfois parfaits comme ça, et puis les restes, c'est comme dans tout job, faut explorer, faut essayer de voir si ça va vite. Donc beaucoup encore de cadreurs, monteurs. Ouais, on est une petite parce dizaine. Que vous partez là du coup en France, vous faites des tournées, vous êtes 2, il y a une équipe de 2, celui Exactement. qui pose la question, monteur. Souvent c'est à 2 les interviews, cadreur. Il y a 2... Celui qui fait l'interview, qui est derrière aussi une caméra, et l'autre qui prend des images de coupe, qui est là en support. On est donc sur la petite dizaine, il y a Antoine et moi, mon associé, qui nous occupons du développement et de la stratégie. On a une chef de projet audiovisuel senior qui a une dizaine d'années d'expérience et qui est notre maman à tous, qui en gros cadre tout, qui drive tout, qui fait les plannings, les agendas, les trucs. C'est extraordinaire, quoi. Moi, le jour où on l'a recruté, ça m'a changé ma vie. Et ensuite, on a toute une équipe de créatifs. On a 3-4 personnes, cadrage, montage, qui font tout. Et c'est chouette parce que hier, on faisait passer un entretien pour une jeune en apprentissage qui est dans une boîte de prod qui est assistant caméra. C'est-à-dire que j'exagère, mais elle recharge les batteries et elle s'occupe de positionner une lumière sur les tournages. Nous, on lui dit, en fait, demain, tu pars en tournage... tu vas gérer ta lumière, mais tu vas aussi gérer ta caméra, tu vas t'assurer que la prise de son est bien, tu vas ensuite faire tout le montage de l'épisode, du début à la fin, tu vas devoir donner ton avis sur l'intention de réalisation. Et c'est trop bien. En fait, ils nous disent, trop cool, parce que dans les plus gros... je savais pas, moi je viens pas de la production audiovisuelle, mais souvent c'est très... par secteur, tu vois, t'es machiniste, t'es lumière, tu touches pas à ça. T'es ingé son et au début tu changes les piles et j'exagère encore, mais tu vois. Tu fais ça 2 ans. C'est comme moi je l'ai fait en fait, c'est que j'avais jamais tenu une caméra dans mes mains avant de monter ce projet. Je me suis rendu compte qu'assez facilement tu pouvais faire des beaux contenus, donc je me dis, eux ils sont en école audiovisuelle, ça va, ils vont. Et donc nos équipes de créatifs, on les envoie comme ça pas mal dans la fosse, quoi. Et ils s'éclatent bien, ouais. Voilà, on a des tournages partout en France quand il y a des opportunités avec les clients. Nous, on fait des tournages à Paris. Il y a de tout. Donc, il y aura aussi un ou plusieurs studios dans la boutique ? Pourquoi pas ? On peut... Là, tu vois, quand on veut changer la vitrine, peut-être qu'en fait, une fois la vitrine sera un café question, peut-être qu'une fois la vitrine, ce sera un studio d'enregistrement. Ça pourrait être marrant de faire des interviews en vitrine. Bah ouais. En vrai.
que n'importe qui puisse rentrer et se faire interviewer. Carrément. J'avais été une fois dans le studio, dans la boîte de prod de Yann Arthus Bertrand, où justement, dans sa boîte de prod, tu as une reproduction du studio de Human, qui a fait le tour du monde avec le fameux drap noir derrière, là, et où n'importe qui peut venir s'asseoir, enfin pas n'importe qui, mais quand tu es dans le studio, en tout cas, on vient de simuler un petit peu cette interview, donc pourquoi pas, carrément. Vous échangez régulièrement ? Avec Yann Arthus Bertrand, non. Il a juste fait un avant-propos gentiment pour mon livre. Je l'ai pas mal harcelé parce que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'il a fait avec Human, avec 6 milliards d'autres, l'expo avant. Donc forcément, quand je cherchais quelqu'un pour backer un petit peu mon bouquin, c'était assez évident. Mais j'ai dû aller le chercher. Je lui écrivais beaucoup. J'avais beaucoup de personnes que je connaissais, qui le connaissaient, donc j'avais son numéro de téléphone, je l'appelais, il me disait ouais, on peut se voir, puis on se voyait jamais. Et j'ai vu une fois qu'il faisait une petite conférence dans un bâtiment de la RATP en banlieue parisienne. Je me suis dit, il va pas y avoir grand monde, c'est une bonne occasion de lui parler. J'y suis allé comme ça, c'était à l'heure du déj. En effet, il y avait 20 personnes. Donc une fois la conférence terminée, je me dis c'est parfait, je vais pouvoir aller l'alpaguer. Et bingo, il me dit ah oui c'est toi, t'es venu jusqu'ici. Il me dit bon, je fais pas de préface, mais en même temps ton projet il est tellement similaire à ce qu'on fait que je vais te faire un avant-propos. Puis il me dit mais tu fais quoi là, tu vas où? Je lui dis bah je rentre sur Paris après. Il me dit bah moi aussi, vas-y monte dans la bagnole là, comme ça on va discuter. Et du coup j'ai fait le trajet retour avec lui et puis et il m'a fait ce gentil avant-propos. Mais non, sinon après je bois pas des verres avec lui tous les mois malheureusement. Il doit être évidemment sursollicité. Mais voilà, ça montre encore une fois, c'est un petit peu comme les candidatures que tu reçois. Il faut être malin, faut se mettre à la place d'eux. Ok, là, il y a peut-être une ouverture, effectivement, 20, 50 personnes, je peux, tac, tac. Mais avant, tu as fait aussi tout ce qu'il fallait pour qu'ils se souviennent de toi. Exactement. Mais il faut, moi, un candidat qui revient 4 fois à la charge, tu te dis, lui, il en veut. En fait, lui, il en veut. Et ce que tu veux avant tout, c'est des gens qui en veulent. Donc, c'est comme nous. Pour faire les invitations. Non, mais vrai. En fait, pour la faire en face à face, au final, il y a eu 6-7 mois. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, on y arrive et c'est ça qui a de la valeur après. C'est celle qui. Je ne sais plus qui partageait ça sur le podcast de Génération Do It Yourself, Mathieu Stéphanie. Il avait zappé l'interview 3 fois. Et il a dit, ouais, en fait, c'est mon cerveau. Je fais confiance à mon cerveau. Si je m'en souviens, tant mieux. Wow. Et si, en fait, les gens reviennent vers moi, ça veut dire que c'est important. Et en fait, Mathieu Stéphanie, en début d'épisode, il était un petit peu... un petit peu, franchement, tu m'as fait à l'envers. C'est respectueux pour l'autre, en fait. Et en fait, voilà, ça s'est justifié, ça a été cool. Et au final, la 3e fois du rendez-vous, au lieu de le faire en face à face, ils se rendent compte qu'ils ne pourront pas le faire parce que le mec était à Miami. Donc ça s'est fait, voilà. Est-ce que je connais pas cette personne et il n'y a pas de jugement. Pas du tout de faire de jugement, mais est-ce que c'est pas considéré que la Terre tourne autour de toi, enfin que le monde tourne autour de toi, quoi. En fait, les choses vont s'organiser autour de moi au détriment parfois des agendas des autres. Je pense pas. Effectivement, il faut mesurer un petit peu le respect qu'on porte, mais il fait beaucoup confiance à cette justesse du retour, voilà. Bref. Je serais hyper énervé que moi aussi. 3 fois de suite, j'organise une interview avec quelqu'un où je me dis cool, je vais l'interviewer et qu'il y a 3 no-shows. À la fin, je lui dis écoute, tu sais quoi moi, au bout de 2 fois, c'est ça. Je ne rebondis même plus. Bref. Bref. Il y en a, ça existe aussi. Voilà. Le livre, il a... Comment tu l'as Est-ce que c'était prévu dans la campagne de crowdfunding, dans la communauté? Non. Il n'y avait pas grand-chose de prévu dans ce projet, comme tu l'as compris. C'est venu parce que, comme je te disais, moi, ce voyage, cette aventure humaine, comme ça, je reprends un peu les bons verbatims, tu vois. Cette aventure humaine, elle m'a nourri de manière incroyable.
Et pendant l'année de voyage et j'avais envie de retranscrire ça sur papier. Et le livre est structuré où au début tu as un peu la genèse du projet, pourquoi j'ai monté tout ça. ça, on l'a expliqué déjà. Est-ce qu'il a eu est-ce qu'il a trouvé sa place? Est-ce que tu as eu des retours de libraires, de lecteurs? Je crois qu'il y a eu 4-5 000 ventes, un truc Ok. comme ça. En tout cas, c'est la place que. Je trouve qu'il a trouvé sa place pour moi. Ok. Enfin, ça me va. J'avais pas d'ambition particulière sur un nombre de ventes. L'éditeur en avait sûrement un peu plus que moi. Moi, j'étais content d'avoir écrit cet ouvrage. C'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. C'est concret. Ouais. C'est ce qui reste. Carrément. Puis tu Ouais. vois, là, je t'en ai amené un. En fait, ça me fait plaisir. C'est une petite fierté, moi, d'avoir mon bouquin, cet objet physique. Le temps que j'ai passé à l'écrire, à trouver les mots justes. C'est souvent une montagne de l'écrire et on dit souvent qu'on voit rarement la deuxième montagne qui Ouais. est de le publier, de le Ouais. diffuser, de le communiquer. Ben ça, je considérais que c'était le rôle de l'éditeur, en fait. Donc, il a sûrement pas trouvé la place qu'il aurait pu trouver si j'avais investi plus dans la com. Parce que je pense que j'aurais pu faire plus. Moi, je me suis pas du tout soucié de la com à tort. Et si demain je ressortais un bouquin, je prendrais un attaché de presse en plus. Je mettrais les bouchées doubles sur la com. Parce que je trouve qu'on a pêché un petit peu là-dessus. Je remets la faute sur personne, mais j'avais mal anticipé, moi, ce sujet-là. Et donc, ouais, je ferais plus de com parce que c'est un truc, encore une fois, dans lequel j'ai mis beaucoup d'énergie. Et Et c'est dommage de. il est tellement beau et ce qu'il y a à l'intérieur est encore plus beau. Ouais. Ça, c'est pas à moi de le dire. Ouais. Mais j'en ai encore un petit stock et j'ai plaisir à le ramener là où j'ai envie de l'amener, en tout cas. Et peut-être donc prochainement un second. C'est J'y une pense éventualité. Assez souvent. Ouais. Simplement parce que j'ai beaucoup de plaisir à écrire. Mais pas parce que j'ai des trucs à raconter. Donc c'est peut-être ça le problème. Il faudrait que je trouve le sujet du second. J'ai hyper envie de. Tu vois, j'avais commencé à l'écrire un peu pendant le voyage. Après, j'ai dû écrire des pages un peu plus fastidieuses à Paris où je trouve que la créativité, enfin l'inspiration vient pas si Et facilement. diminuer. Mais par contre, quand j'ai signé avec l'éditeur et que du coup il fallait que j'écrive les 30-40% restants, je suis parti un mois en Géorgie, Ouais. m'isoler, où j'ai fait 2-3 maisons de campagne différentes là-bas, avec à chaque fois un bureau sur jardin extraordinaire, Et une vue, et une vue de et- dingue sur les montagnes, et puis beaucoup de vin, parce qu'il y a beaucoup de vin en Géorgie, j'y allais aussi un peu pour ça. Ma petite sœur est géorgienne, vient Ok. de là-bas. Ah, trop Génial. Et j'ai passé un mois à écrire et je me prenais pour Sylvain Tesson et Ouais. j'étais comme un dingue. Je me suis fait ma petite aventure, ma petite histoire à moi, tu vois. Et ça, j'aimerais beaucoup le refaire. Ouais. Donc c'est surtout ça qui m'excite, le processus d'écriture, que le sujet où j'ai un peu moins de choses à dire qu'à l'époque, je crois. Bah, sur un autre angle, Voilà. tu peux quand même. Enfin, franchement, nous, humains, deux, Ouais, sur tout ce que ça t'a appris, conforté ou. Voilà, la vision confrontée et tu t'es aperçu, tu as creusé. Franchement, à mon avis, tu as beaucoup de ouais. matière. ouais. Faudrait que je me dégage un peu l'esprit, que je laisse l'agence et tout ce que ça implique en termes de brouhaha dans le cerveau et de gestion et d'organisation. De management. Aujourd'hui, je suis de moins en moins. Ça, j'en parle souvent et c'est un de mes sujets qui me préoccupe le plus aujourd'hui, c'est que je deviens un gestionnaire d'entreprise, beaucoup plus qu'un créateur, qu'un réalisateur. Tu embauches qu'un écrivain, tu manages les créatifs. tellement de trucs à gérer au Ouais. quotidien. Je le sais, hein, et c'est un peu inévitable. Pourtant, je délègue, pourtant, j'externalise. Mais en fait, ça repose encore beaucoup sur moi. Plus il y a de monde, plus je suis sollicité. En gros, il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir régulièrement, Ouais, de partir de exactement. temps en temps pour que ça se soit coupé, quoi. Ouais, mais c'est un vrai sujet
Et c'est compliqué. de se reconnecter à sa créativité, de rester en fait la tête créative dans un projet en plus qui est forcément assez incarné par moi, où je suis à l'origine, et donc je dois donner les grandes orientations créatives, artistiques. Et aujourd'hui, je suis empêtré dans plein de sujets assez chiants que tout entrepreneur connaît. Et Je pense que il y a certains paliers aussi. ouais, Peut-être que là, il y a un moment charnière où faut encore recruter, sûrement, encore ouais. aller chercher une taille peut-être un petit peu plus importante pour qu'il y ait un échelon Ouais, intermédiaire. exactement. Donc, c'est 4-5 personnes que toi, Un rempart entre remparts, l'opérationnel et moi. et du coup, qui te permet de totalement rester sur cette Ouais, vision comme partenaire et non, stratégie un mais c'est petit sûr. peu de pilotage, mais entièrement, tu pourras te réapproprier, tu pourras te prendre un studio mobile, comme Ouais, on est en train complètement. de le J'en rêve, faire. j'en rêve. On est en train de C'est faire un vrai? studio mobile juste pour le son, pour aller interviewer euh, en France, à droite, Ça a à été une de gauche. mes premières idées de me dire, en fait, je vais faire un camion, un peu comme JR justement avec son camion photo. Ouais. Tu fais un camion vidéo et du coup, tu vas te mettre partout. Tu fais. Enfin bref. 2 fauteuils, une table. Ouais, exactement. et, euh, et un fond, et Ouais, voilà, souvent avec ouais. une belle vue. Mais c'est comme tous, comme je te disais tout à l'heure, je suis Ouais. très lucide sur le fait qu'il y a des moments Ce charnières, seront comme des tu étapes. dis, que dans 6 mois, un an, j'espère que j'aurai résolu cette période, que je serai sorti de cette période et qu'il faut être conscient que ça prend un peu de temps et que Tant qu'on en a conscience et ouais, tant on y met un petit peu d'attention, ouais, ça exactement. se Tant mettra que tu en es place. conscient du truc, en fait, ça veut dire que tu vas en sortir à un moment parce que si tu en es conscient, mine de rien, tu fais des trucs pour en sortir en fait de cette situation. Normalement, oui. Ouais. Sinon, ça s'appelle de la résignation Voilà, c'est ça. et c'est pas vraiment toi. Euh, alors, on a l'habitude avant de clôturer, de poser quelques petites questions très simples. Il y en a une d'ailleurs qu'on t'a piqué. Je commence par celle-ci. Avec qui tu as envie de boire un café ou de prendre un petit déjeuner si tu avais l'occasion? Nos limites. C'est très dur pour moi de répondre à ces questions parce que j'ai des réponses du monde entier qui défilent dans ma tête. Et donc tu sais plus bien quitter quand tu as entendu les réponses des gens. Euh, euh, mais je pense que là aujourd'hui, je réponds pas du tout ça habituellement, mais aujourd'hui je vais répondre ma grand-mère ou mon grand-père. En fait, un de mes 4 grands-parents. J'ai des parents assez vieux et j'ai assez peu connu mes grands-parents, ou en tout cas je les voyais que des réunions de famille, où du coup tu as tous les cousins, où tu vas pas, alors t'as Hmm. pas de moment intime avec eux, et je crois pas avoir eu un seul moment intime avec l'un de mes grands-parents. Euh, J'étais trop jeune quand ils sont décédés, donc à ce moment-là, on est moins philosophe qu'aujourd'hui, on se dit moins, j'aimerais bien que mes grands-parents me racontent leur Ouais. vie, comment c'était à l'époque, etc. Donc ça me plairait beaucoup de pouvoir avoir un moment comme ça intime et lucide avec mes grands-parents. Par contre, je me permets de donner une réponse qui m'a beaucoup marqué dans les réponses qu'on a eues nous dans le monde entier à cette réponse. Vas-y. C'est une fille en Inde et c'est la seule qui m'a répondu ça. J'ai dit avec qui t'aimerais bien prendre un café? Elle a dit bah, avec moi-même. Elle a dit en fait tout est speed dans ma vie, je cours après plein de trucs, je vois beaucoup de monde, je travaille, j'ai un enfant à gérer. Et en fait, j'ai peu de moments pour me retrouver avec moi-même. Et là, je pense que s'il y a une seule personne avec qui j'ai envie de prendre un café, c'est avec Moi-même. moi-même. C'est m'accorder 1 heure, d'aller me mettre à un café, de commander un café et de me dire je suis bien avec moi-même là. Et j'avais trouvé ça assez marrant. Enfin, en tout cas, ça m'avait plu à ce moment-là. C'est vraiment voilà, une réponse qui te retourne Voilà. la Ouais, question et exactement. qui prend à contre-pied. Ok, je rebondis sur ta réponse. J'ai eu la chance donc de bien connaître mon grand-père et ma grand-mère. Un super cadeau lors du confinement. Ma grand-mère qui était décédée avait quand même eu l'opportunité d'enregistrer un interview 20 ans avant. On ne le savait pas. Moi, je n'en avais aucune connaissance et mon père m'envoie ce fichier et on le diffuse sur Aventure Humaine. Première semaine du confinement, notre ingé son
le, le peaufine, le magnifie. Et on a 1 heure d'enregistrement Trop bien. de ses premières années de vie, comment elle gère, comment ça se Incroyable. passe en campagne auvergnate. Voilà. Et un cadeau, une pépite, Ah ouais. et tout le monde peut en profiter. Donc, c'est pour ça que je te dis, va enregistrer avec les tiens. Bah, je rebondis sur ton rebond. Une histoire triste mais belle, c'est qu'on a déjà des gens qui nous ont écrit en disant bonjour, vous avez interviewé mon oncle Ah oui, il y a X années ou mois. Il est décédé, on aimerait beaucoup avoir accès à sa vidéo parce que c'est une personne qu'on aimait beaucoup. Et donc on leur a évidemment envoyé, ils nous ont remercié chaleureusement. Et ouais, c'est des petits souvenirs. on n'y pense pas assez, Ouais. mais en fait, c'est vraiment laisser une trace, Ouais. un héritage C'est clair. de sa voix, de ses pensées, de ses valeurs. Ouais, c'est clair. C'est très, 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 très important. Et aujourd'hui, je pense que beaucoup vont pouvoir le faire, mais quand il y a une telle parenthèse qui est offerte, c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu as une ressource là, tout de suite, qui te vient, que tu aurais envie de partager? Un livre, une expo, un film, un documentaire? Oh, j'en ai plein. Trop. Celle qui te vient. Non, celle qui me vient, c'est Sylvain Tesson. Ouais. Ne serait-ce parce que La Panthère des Neiges, son film, je parle. Enfin, du coup, c'est le film de la réalisatrice. Oui. Il y a Vincent Munier qui est le photographe et c'est sa femme, la réalisatrice, qui a fait le film. Mais moi, c'est le film qui m'a le plus ébloui ces dernières années. J'ai été le voir 2 fois au cinéma, alors je vais normalement jamais au cinéma, donc 2 fois, c'est encore plus atypique. Et j'ai pleuré les 2 fois, je crois, à la fin. J'ai lu le livre, mais je l'ai pas vu. À la patience, à la contemplation. L'affût. Ouais, à l'affût, au respect du temps. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et puis il y a une beauté, une philosophie dans tout ça qui, moi, m'a beaucoup touché. Et en ce moment, je relis, du coup, j'ai ressorti des tiroirs les nombreux bouquins de Tesson que j'ai déjà lus. Et où j'annote beaucoup d'endroits parce qu'en fait, comme il y a des punchlines à toutes les pages, il y a plein d'endroits où j'encadre. Et je relis ça, et moi, c'est un mec qui me donne une énergie exploratrice dingue. Dès que je lis, j'ai envie de partir à l'aventure, de prendre mon sac à dos comme il y a 5 ans, tu vois, et de repartir. Et en ce moment, j'en ai pas mal besoin de repartir. Et donc, je me suis remis à lire ces bouquins, et je pense que ça me donne un énorme coup de pied aux fesses pour repartir, et que ça va pas tarder. Et donc, j'incite tous ceux qui ont envie d'aventure à ouvrir un bouquin de Tesson, et a priori ça peut être un élément déclencheur. Ça, c'est clair. Et moi, j'ai pris j'en avais marre de prendre les petits, donc j'ai pris l'énergie vagabonde, le complet. Voilà. Et ça, bon, ben voilà. C'est une pause, 5 minutes, c'est incroyable. Un déclic. Super. Est-ce que si tu avais, autre à mon avis, question difficile pour toi, si tu avais un bouton devant toi, no limites, qu'est-ce qu'il actionnerait? No limites, c'est-à-dire? Une action, un rêve, quelque chose qu'est-ce qu'il actionnerait? Un bouton qui, justement, c'est ce bouton-là qui peut tout déclencher. C'est terrible comme question. Encore une fois, avec l'énergie du moment. Je crois que je figerai le monde pendant 1 mois ou 2, et que j'irai vivre pendant ces 1 mois ou 2 à la montagne, ou que je me ferai une grande randonnée, ou que je me ferai une exploration un peu originale. Je ne sais pas pourquoi, avec cette idée que le monde n'avance pas en même temps que moi. Peut-être parce que je me permets pas de le faire. Parce qu'il avance. Parce qu'il avance, et que je dois avancer avec lui, je dois faire avancer mon projet, etc. Et que je me permets plus de partir 1 mois, 2 mois, 3 mois en exploration. Pourtant, ça me démange, et je sens que je dois le refaire. Et donc, si je pouvais mettre ce bouton, mettre pause en fait sur le monde pendant 2 mois, tu vois, et que moi, du coup, je pouvais partir explorer, eh ben, ce serait pas mal. Donc, ce serait un bouton pause en fait.
Super, pause pour tout le monde et toi quelque part. Super. Un grand merci Cyril. J'ai Merci à vraiment toi. aimé plonger dans les coulisses de ton aventure humaine, de ce magnifique projet qui va vivre des années, qui va s'amplifier. On parle de JO, on parle de télé, on parle de Parlement européen. C'est quand même très très chouette. J'espère. Des sujets, une communauté qui est touchée de plus en plus grande. Merci Donc à toi pour merci à toi l'invitation. et à C'était très un bientôt. plaisir. Au revoir.